Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Mon projet d'écriture s'est consolidé avec ma pratique corporelle, du théâtre, de la danse et des arts martiaux. Et c'est ça qui est ma vraie base finalement. Et donc, tout ce que j'ai écrit, enfin, si quelqu'un voulait trouver des dénominateurs communs, embrocher tous mes livres qui sont éparses et trouver finalement le fil qui les relie, eh bien, il trouverait bien que c'est le corps. Question du corps dans le monde moderne. Bonjour Larry Tremblay. Bonjour François-Xavier. Je suis vraiment très honoré de vous avoir aujourd'hui en ligne pour le podcast Le Jardin. Alors je dis en ligne parce que c'est vrai que nous sommes à quelques kilomètres de distance. Je suis à Paris et vous m'avez dit que vous étiez dans une forêt. Mais alors est-ce que vous pouvez me préciser quelle forêt ? Oui, en fait c'est dans la région des Cantons de l'Est, où on l'appelle aussi la région de l'Estrie. Donc, c'est dans l'Est du Québec. Et j'y suis depuis hier pour 3 semaines, près d'un petit lac. Et j'ai vraiment besoin de ce contact chaque année avec la nature. C'est là principalement où j'écris. J'ai besoin d'avoir des arbres, des grenouilles, des sauterelles, des libellules autour de moi pour écrire dans une espèce de joie naturelle. J'aime bien l'été pour ça. C'est bien, oui, ça fait rêver tout de suite, la forêt en été. J'ai vu d'ailleurs, alors que vous étiez né à Chicoutimi, et tout de suite ce nom, parce que c'est vrai que c'est une consonance qui interpelle, ça m'a donné envie de creuser, et j'ai vu qu'en langue autochtone, ça voudrait dire « jusqu'où c'est profond », Chicoutimi. Oui. Absolument. C'est un peu une prédestination, parce que jusqu'où c'est profond, j'ai l'impression que dans vos livres, vous allez gratter un peu dans les profondeurs. Mais il faut quand même ajouter que on parlait de la rivière Saguenay. C'est jusqu'où la rivière Saguenay est profonde. C'est jusqu'où les gros bateaux peuvent aller parce qu'après, l'eau est moins profonde. Donc, c'est ça le terme de Chicoutimi. Pour nos auditeurs, je reprécise, la belle province du Québec, dans le Canada, Saguenay et Chicoutimi. Voilà, ça c'est pour les origines. Et alors, entre autres origines, voilà, ma première question, ce serait, on se rencontre aussi parce que j'ai lu récemment votre livre « Tableau final de l'amour ». Et on pourrait dire qu'il y a vraiment une question de désir là dans ce livre-là, le désir de peindre, donc du peintre Francis Bacon. Et moi, ma première question, ce serait d'où vous est venu le désir, mais d'écrire ? En fait, il vient de tellement loin que je ne m'en souviens pas. Chose certaine, j'ai toujours voulu écrire et quand je remonte dans le passé, je me vois tout petit, peut-être 6, 7, 8 ans, et décider déjà que je voulais être un écrivain. Donc, ça vient de très, très loin. Et ce n'est pas du tout contexte familial propice à l'écriture. Dans ma famille, il n'y avait pas de livre. Mon père était ouvrier. Ma mère très peu scolarisée et donc il n'y a personne qui lisait chez nous et il n'y avait pas de livre. Alors, c'est venu sans doute de l'école, la petite école, où là, j'ai dû voir des livres et puis ça a été le coup de foudre. Et j'ai commencé à lire, comme tout le monde, des bandes dessinées. Et je pense que c'est à travers des personnages comme Tintin, un peu plus tard, des livres comme les Bob Moran. Enfin, quand on est à l'époque, quand on était un garçon, parce qu'on était genré à l'époque, on lisait des Bob Moran, et si on était une fille, on lisait pas des Bob Moran. Ah oui. Qu'est-ce qu'on lisait alors? Les jeunes filles, écoutez, je ne sais pas, mes sœurs ne lisaient pas non plus, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elles pouvaient lire à Chicoutimi à l'époque, mais il n'y avait pas beaucoup de possibilités de lecture. Évidemment, de nos jours, ça s'est nettement amélioré, mais je me souviens avoir demandé de nombreuses fois à ma mère de m'abonner à un club de lecture. Je recevrais un livre par mois. C'était évidemment beaucoup, beaucoup d'argent
pour ma famille, mais à force d'insister, elle a dit oui. Et pendant 1 an, j'ai reçu un livre par mois. Ce n'était que des classiques français. C'est comme ça que j'ai lu Flaubert, Charles Nodier, que j'ai lu Corneille, Racine, et Maupassant. Alors, ce n'était que de la littérature classique française. Et Jean-Jacques Rousseau. Et donc, ça a été mes premières grandes lectures. J'étais tout petit, 12-13 ans, et je lisais dans la cuisine, sur la chaise berceuse, les grands classiques de la littérature française. C'est sûr que je ne comprenais pas tout, mais j'aimais tellement lire que je les lisais quand même. Est-ce que ça fait voyager, justement? Est-ce que ça vous ouvrait aussi des horizons Ça m'a oui, en fait, c'était comme si penser, réfléchir, c'était aussi être ailleurs. Parce qu'être dans son contexte natal, sans distance, c'est qu'on n'arrive pas à le critiquer. On n'arrive pas non plus à l'apprécier dans sa grande valeur. Et ce qui fait qu'on a besoin de distance, de bouger pour revenir chez soi, pour voir avec des yeux essuyés, des yeux propres, dans quelle culture on vit, quelle est sa propre culture, quelles sont ses valeurs. Et c'est quand j'ai réussi, avec très peu de moyens, à partir en France à l'âge de 19-20 ans, où là, pendant 5 mois, j'ai vécu à la dure, sans argent. J'ai bourlingué en Europe. J'ai pu apprécier une autre culture et ensuite je suis parti en Inde. Je suis allé en Inde une 15aine de fois et là, ça a été le grand choc esthétique. J'avais déjà eu des chocs esthétiques, mais là, j'ai eu un choc physique, physiologique, psychologique, esthétique, climatique, qui a été, non pas mystique par contre, mais l'Inde a changé complètement et ma vie et mon corps et mon esprit. Et ce n'était pas voulu. Je n'ai jamais pensé que j'allais vivre comment je pourrais dire, un décollage de ma propre identité. Mais c'est en mettant le pied sur le tarmac à New Delhi, c'était en 1975, que ce phénomène étrange s'est passé chez moi. Et j'ai complètement transformé ma vision du monde, mon rapport à mon propre corps aussi. Et j'ai commencé à étudier la danse là-bas, la danse Kathakali, qui est une danse classique du sud de l'Inde, très martiale. Et ça aussi a été très important dans mon écriture, puisque toute mon écriture tourne autour du thème du corps. Et donc, lorsqu'on fait du Kathakali, on est vraiment dans le corps, parce que c'est une discipline corporelle très puissante, très martiale, que j'ai pratiquée pendant longtemps en Inde, et donc aussi en revenant en Amérique, au Québec, et que j'ai enseigné par la suite. Donc, j'ai été chanceux dans mes pérégrinations de pouvoir vivre des expériences incroyables avec des grands artistes très jeunes. Et tout ça fait en sorte que mon projet d'écriture s'est consolidé avec ma pratique corporelle du théâtre, de la danse, et des arts martiaux. Et c'est ça qui est ma vraie base finalement. Et donc, tout ce que j'ai écrit, si quelqu'un voulait trouver des dénominateurs communs, embrocher tous mes livres qui sont éparses et trouver finalement le fil qui les relie, eh bien, il trouverait bien que c'est le corps. Le corps, la question du corps dans le monde moderne. Pour revenir au premier, on va dire, écrit que vous avez pensé publier ou offrir à la lecture aux autres, on va dire, est-ce que vous vous rappelez du déclic où là où vous dites, là, je vais écrire quelque chose pour que ce soit joué, pour que ce soit lu par quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous rappelez de ce déclic-là? C'est étonnant, François-Xavier, que vous employez le mot déclic, parce que mon premier texte s'appelle « Le déclic du destin ». Et donc, je l'ai écrit à Chicoutimi, sans doute influencé par Edgar Allan Poe et Franz Kafka. Mes premières influences étaient très européennes, pas du tout québécoises, parce qu'il y avait peu d'accès à la littérature québécoise dans mon propre pays. Mais c'était comme ça à l'époque. Ça ne l'est plus maintenant. J'ai écrit ce texte sans savoir ce que c'était. C'était une espèce de pulsion intérieure, une sorte de geyser qu'il fallait que ça sorte. C'est sorti. Et c'est un genre de récit
L'histoire est facile à raconter. C'est un homme qui perd les morceaux de son corps. Donc, vous voyez, il commence par perdre une dent, les dents, la langue, etc. Lorsque j'ai eu une compagnie de théâtre vers l'âge de 25 ans, un groupe de recherche sur le gestuel aussi, j'ai eu l'idée farfelue de mettre en scène ce texte, qui était un texte vraiment pas fait pour la théâtralité. Mais c'est avec ce texte que j'ai commencé ma carrière de comédien, finalement, et de metteur en scène. Et ce texte a été par la suite traduit, joué, rejoué par d'autres. Et c'est assez étonnant que ce texte qui est sorti de rien finalement et qui a été le départ de ma carrière littéraire et aussi dramatique, enfin théâtrale plutôt. C'était encore là vraiment tous les thèmes qui allaient émerger plus tard dans mes livres étaient déjà contenus dans ce court récit, le déclic du destin. Ça, c'est un beau déclic. Ouais. Je voulais préciser pour nos auditeurs que quand on vous présente, on dit toujours que vous êtes l'auteur d'une œuvre assez prolifique, on dit toujours plus de 30. Alors, mais j'imagine qu'il y en a même plus aujourd'hui. Et quand on dit plus de 30 livres, il y a des pièces de théâtre, donc de la poésie, des romans, hein, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est justement ces différents genres. Oui. Et je fais aussi quelques essais, et des livrets d'opéra. Et maintenant, je fais de la BD. Oui, la jeunesse, j'ai vu. Ouais, voilà, j'ai à peu près tout fait. Je ne sais pas, il me manque peut-être que le scénario de film que je n'ai pas fait encore. Quand on écrit une pièce de théâtre ou un roman ou de la poésie, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Comment vous décririez en tant que travail donc de l'écrivain, de l'auteur, qu'est-ce qui est différent quand on écrit je dirais qu'avec les années, il y en a de moins en moins pour moi, mais au départ, il y en avait beaucoup de différences. Mais elles s'estompent de plus en plus, ce qui fait que plusieurs de mes derniers ouvrages ont débuté soit de façon poétique pour se terminer de façon théâtrale ou se terminer de façon romanesque ou vice-versa. Alors, j'ai plusieurs cas comme ça récemment. Mais au départ, il y avait quand même des frontières assez claires à mon esprit lorsque j'entreprenais un ouvrage poétique ou théâtral. Grosso modo, au départ, pour moi, la poésie, ce n'était pas mettre tout de suite son attention sur la narrativité, sur le fait de vouloir raconter quelque chose. C'était pour moi plutôt un laboratoire où je demandais aux phrases, aux mots de me proposer une nouvelle vision du monde. Mais c'est dans la chair et la matière des mots, dans leur assonance, dissonance, dans leur rythmique, musicalité. En fait, c'était quelque chose de plus de la matière, finalement, et qui, au bout bien sûr, donnait du sens. Mais c'était pas le sens qui venait en premier. Mais au fil des ans, j'ai essayé de rendre ce projet de façon plus synthétique, de sorte qu'il y ait aussi un tressage plus dynamique entre le sens et la forme. Et c'est la même chose pour ce qui est du rapport entre le théâtre et le roman. Au départ, c'était chez moi extrêmement différencié. Le théâtre est basé sur le principe de la nécessité et de l'économie. Ça va très vite au théâtre. On peut s'ennuyer très rapidement parce que le théâtre, pour moi, c'est de l'action. Et c'est un engrenage. Et il faut que les roues de l'engrenage roulent sans cesse pour ne pas justement générer de l'ennui chez le spectateur. Il faut que ça avance. Mais on peut très bien trouver ce moteur au centre même du langage. Donc, on a maintenant développé, surtout en France, des pièces où on a l'impression que l'action a disparu, mais elle est toujours là, mais elle est au cœur même du langage. Donc, au départ, j'ai maintenant limé ou fait disparaître de plus en plus ces frontières entre théâtre et roman. Il y a un concept que j'appelle l'oralité, c'est-à-dire qu'on mentionnait tout à l'heure le tableau final de l'amour. C'est un roman, mais en même temps, je suis en train de l'adapter au théâtre. Là. C'est parce que ce roman, en fait, c'est un homme qui s'adresse à un autre qui est mort. Donc, c'est une longue adresse, ce qui fait que tout le texte, c'est de l'oralité. Ce sont des mots
qui sont prononcés par quelqu'un. On est très proche à ce moment-là du théâtre aussi. Donc, l'oralité, le théâtre, c'est pour moi de l'oralité, mais en même temps, c'est la grande différence entre ce que j'appelle la conversation et le dialogue. Dans une conversation, c'est infini. Il n'y a pas nécessairement cette action qui avance ou piétine ou recule, ce système d'engrenage. Une conversation va dans tous les sens et n'a ni fin ni début, alors qu'un dialogue, c'est quelque chose d'extrêmement structuré avec un gagnant et un perdant. Et il y a toujours une soustraction, division, addition dans ce système de dialogue. Le dialogue existe parce que A veut quelque chose que B ne veut pas lui donner, ou etc. Donc, lorsqu'on fait du théâtre, on fait des dialogues, on ne fait pas de la conversation. Mais on peut très bien déguiser son dialogue en conversation. Ça peut aussi surprendre, mais il y a des conversations qui sont des dialogues maquillés. Vous employez le terme dialogue, mais alors j'ai lu aussi que vous écriviez pas mal de monologues. J'en ai écrit quelques-uns, oui. Comment on fait vivre ça, le monologue? Justement, vous savez, j'ai enseigné l'écriture dramatique et beaucoup de mes étudiants et étudiantes voulaient commencer par écrire des monologues, croyant que c'était plus facile. Et évidemment, je leur ai dit non, vous n'allez pas écrire des monologues, c'est ce qui est plus difficile à écrire au théâtre, c'est bien un monologue, c'est très, très difficile, ça prend beaucoup d'expérience. J'essayais de leur faire comprendre qu'il faut commencer par quelque chose de plus simple. Non, parce que le monologue, il y a aussi une action. S'il n'y a pas d'action, c'est de la description. Et c'est très difficile donc d'écrire un très bon monologue théâtral, parce qu'encore là, dans les miens, j'ai toujours placé la faute, l'amartia, enfin la structure grecque ou tragique, même dans le monologue. En fait, finalement, c'est dans le corps même du personnage que le drame s'est installé. Comme dans le Déclic du destin, qui est un récit qui est devenu un monologue, l'action, c'est que c'est le corps qui perd, qui se fragmente, et on se demande pourquoi. Et au bout du compte, on se retrouve entre le conflit entre la tête et le corps. Il y a une réelle action inscrite dans le texte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce texte a déjà été joué par 2 acteurs, mais il pourrait être joué par un chœur, parce qu'il y a donc une dramaticité dans le monologue. Donc, on peut aussi, si on n'a pas d'expérience, on peut penser que de faire parler une personne pendant 100 pages, c'est suffisant. Ah ben non, ce n'est pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai lu quelque part où j'ai entendu dire que avant d'écrire, vous entendiez vos personnages plutôt que vous ne les voyiez. Alors, je ne sais pas si... Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, ça? C'est totalement vrai. En fait, ce que je dis, c'est que je suis un écrivain oreille et pas un écrivain œil. Donc, je ne vois pas les personnages. Je ne dis pas que c'est un défaut, une carence, c'est une constatation. Je les entends. Et ce qui fait que c'est très musical chez moi. Et c'est pourquoi je suis souvent porté aussi à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'oralité. Pas toujours quand même. Mais je ne suis pas un écrivain qui va aimer faire de longues descriptions, à moins que j'entende la forêt ou la pluie qui me parle. Mais c'est souvent, les histoires viennent à moi plutôt à travers des voix humaines, qui sont les voix des personnages. Alors, avant même que je les connaisse, je les entends et je dois un peu les chercher, un peu comme vous savez, sur une radio, on cherche une fréquence, on bouge un peu le bouton, là, on les cherche. Parfois, j'ai l'impression que je fais ça avec mon oreille aussi, mon oreille d'écrivain. Je cherche la bonne tonalité. À régler un peu. Ouais, c'est ça qui me guide pour écrire. Mais comme j'ai fait de la mise en scène, je me suis aperçu que je fonctionnais à l'inverse. C'est-à-dire que jeune metteur en scène, j'étais un metteur en scène œil. Alors, je dirigeais mes acteurs de façon... vraiment avec mes yeux. Je les entendais pas souvent. Et en vieillissant, je suis devenu un metteur en scène oreille aussi, donc œil et oreille. Donc, parce que j'ai mis beaucoup plus d'importance sur la façon de dire les mots, la musique des mots,
la qualité des silences, des pauses, des ruptures, etc. Mais je comprends aussi pourquoi j'étais un jeune metteur en scène œil. Ça venait de ma formation kathakalienne, puisque en Inde, c'est très visuel, la pédagogie, comment apprendre la danse. On parle très, très peu. C'est vraiment par imitation. Imiter, c'est ça? Ou... Ouais, on imite ce que le gourou fait. En fait, il y a 3 principes pédagogiques, la répétition, la manipulation, il m'en manque un. La répétition, la manipulation et l'imitation. Voilà. Ce sont ces 3 principes pédagogiques qu'on doit suivre avant de vouloir personnaliser ou d'avoir personnalisé le style du gourou. Il faut passer par plusieurs années de travail. Donc, j'étais vraiment dans l'œil à ce moment-là. Dans le travail, oui, mais finalement, en vieillissant, j'ai réussi à faire en sorte que l'oreille et l'œil puissent dialoguer dans mon travail de metteur en scène. Pour ce qui est de l'écriture, je suis resté très, très, très oreille. Donc, vous entendez les voix de vos personnages. Oui, vous dites... oui. Et ce qui est bizarre, c'est que mon dernier roman, c'est un peintre, donc je suis dans l'œil, mais mon défi à moi, c'était, à travers l'oreille, faire voir les peintures. Donc, j'ai comme, comment je pourrais dire, j'ai fait en sorte que ce qui était visuel est devenu auditif pour le refaire visuel à travers des mots. Alors, c'est tout un passage. Alors, est-ce qu'il y aurait des musiques, justement, qui vous inspirent, puisqu'on parle... Est-ce que, par exemple, pour un tableau de Bacon, vous avez pensé à une musique et cette musique a un texte ou c'est pas du tout ça? Non, en fait, il est arrivé, mais pas souvent, que pour me remettre dans l'écriture d'une œuvre en construction, j'écoute à peu près, en fait, j'écoute la même chose. Ça m'arrive quelquefois, mais c'est pas comme une de mes pièces, Abraham Lincoln va au théâtre. Je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup la musique de Bill Evans. Et donc, ça m'avait beaucoup aidé. Mais j'aime beaucoup la musique répétitive, orientale, évidemment, répétitive. Je peux en écouter en travaillant. Mais si, par contre, j'entends chanter quelqu'un, je ne peux pas me concentrer. La voix humaine m'empêche de me concentrer. Donc, je peux écouter de la musique, mais pas avec de la voix, parce que mon oreille a tendance à aller écouter ce que la voix dit. D'accord. Et donc, ça m'empêche de me concentrer sur l'autre voix que j'entends, qui est la voix de mes personnages. J'ai vu aussi que vous aviez une méthode, alors je ne sais plus comment vous l'appeliez, mais sur l'anatomie. Alors oui. Au théâtre, vous essayez de dire à vos étudiants de se concentrer sur une partie de leur corps pour jouer différemment, mais que vous pouviez utiliser cette technique pour écrire aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur... Oui, je l'appelle l'anatomie ludique. Donc, ça, ce sont des exercices que j'ai créés pour mes étudiants en jeu, ceux qui veulent devenir des acteurs. Et je me suis aperçu que je pouvais les appliquer au domaine de l'écriture dramatique, mais aussi romanesque et poétique. Et c'est quand même quelque chose qui demande un certain entraînement, un training. Dans mon cas, ça fonctionne très bien au sens que je me suis aperçu qu'il y a des œuvres qui nécessitent des focus corporels particuliers. Par exemple, lorsque j'ai écrit L'Orangeraie, qui est mon roman le plus connu et le plus publié dans le monde, je me suis focusé sur le cœur parce que c'était une histoire très touchante, très émotive, alors que pour ce qui est de Tableau final de l'amour, puisque on en a parlé tout à l'heure, j'ai complètement délaissé le cœur pour faire le focus sur le bas-ventre ou le sexe, parce que les peintures de Bacon sont très sexuelle, assez violente, très physique, très corporelle, très théâtrale aussi. Et le focus me semblait tout naturellement placé dans le bas-ventre. Ça ne veut pas dire que je reste là tout le temps, mais ça veut dire que c'est la majeure, si vous voulez. Comme en musique, il y a une mineure, une majeure, ça serait la majeure. Et pour des passages, à ce moment-là, je peux utiliser des mineurs, des plus petits focus. Donc je me suis amusé à déplacer ces focus corporels pour teinter, nourrir la prose, le texte
la rythmique, la musicalité de ce que je suis en train d'écrire. Et puis, c'est un peu comme ça aussi que quand j'étais acteur, que je construisais mes personnages. L'Orangerie, il n'y a aucune mention de sexe. Mais ça, je m'en suis aperçu seulement après, plusieurs années après. Mais le mot sexe n'apparaît pas dans l'Orangerie. Il n'y a aucune situation où on parle d'une relation amoureuse, à part des relations familiales entre une maman, un fils, ou une mère et une femme et son mari. Mais il y a pas de... C'était vraiment une autre sphère de l'humanité dans laquelle je me suis mis pour écrire l'Orangerie. C'est la même chose que lorsque j'ai écrit une pièce très violente sur la guerre, ça s'appelle Cantate de guerre. Là, j'ai utilisé tout ce qui est... enfin, j'ai imaginé... parce qu'il y a aussi tout un rapport avec la matière, inspiré de Gaston Bachelard. Parce que Gaston Bachelard a conceptualisé l'imagination matérielle et l'imagination formelle. Et la plupart du temps, on utilise, nous les créateurs, l'imagination formelle. Mais il nous amène à nous pencher sur la question de l'imagination matérielle. C'est-à-dire que pour lui, la matière en nous pense, travaille, nous fait travailler. Mais évidemment, il y a l'eau, il y a le feu, la terre, mais il y a toutes sortes de matières. Alors moi, quand j'ai écrit Cantate de guerre, j'ai installé par imaginaire tout ce qu'on retrouve après une forte explosion, donc des clous rouillés, du verre cassé, de la poussière, de la saleté, des planches de bois brûlés. J'ai installé toutes ces matières difficiles dans mes mains, dans le bout de mes doigts, dans toutes les extrémités de mon corps. Et c'est avec ces aspérités, ces barbelés que j'ai écrit ma pièce. Et c'est pourquoi ça donne... On sent ces débris dans la chair des mots. Voilà. C'est comme ça un peu que j'ai travaillé certains de mes textes. Et est-ce que dans cette danse indienne, c'est Kathakali, hein, c'est ça le nom? Le Kathakali, oui. Est-ce qu'il y a ce genre de travail justement sur une matérialité sensorielle un peu pour s'approprier une danse ou pour exprimer quelque chose? Est-ce qu'on retrouve ce même type de en travail? fait, pas dans le même sens, mais il y a des recoupements. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé dans le Kathakali quand j'ai commencé à l'étudier, c'est la segmentation. C'est-à-dire que pour apprendre à exprimer cette danse-théâtre, il faut apprendre à dissocier chacun de nos muscles, chacun de nos membres. On les fait bouger tous l'un après l'autre ou en même temps. Et ensuite, on les coordonne, comme les sourcils, le muscle sous-oculaire, les commissures pour le visage. Ensuite, les doigts, les pieds, enfin, tout. C'est évidemment, ça n'a rien à voir avec la formation de l'acteur en Occident. En Occident, on travaille. Moi, j'ai appelé ça l'approche analytique. J'ai fait des textes là-dessus. Pour moi, en l'Inde, c'est l'approche analytique, alors qu'en Occident, on a une approche synthétique. C'est-à-dire qu'en Inde, on commence par le petit et on va vers le grand. Ici, on commence par le grand puis on essaie d'aller vers le petit, ce qui est souvent assez compliqué. C'est-à-dire oui. parce qu'on voudrait être tout de suite Hamlet, on voudrait être tout de suite Ophélie, mais des fois, on n'arrive pas à l'être, c'est trop gros. Alors qu'en Inde, si on veut jouer Hanuman ou Krishna ou Shiva, on va commencer par travailler des petits mouvements de doigts. Et il n'y a pas encore de psychologie, il y a juste du corps. On fait bouger un corps dans l'espace en fonction d'une chorégraphie ancestrale. Et puis après, on va ajouter les costumes, les maquillages, et la musique et tout. Et ensuite, on va aller vers la psychologie du personnage. Mais ça va être 10 ans plus tard. Alors qu'un jeune acteur, on va tout de suite lui parler de la psychologie de son personnage et de ses motivations. C'est totalement à l'inverse, Orient-Occident. Ça m'avait frappé. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé dans ma pédagogie, moi, de commencer par un travail analytique. Analytique, ça ne veut pas dire ici abstrait, là, mais analyse, ça veut dire segmenter, fragmenter, alors du plus petit vers le plus grand. Petit morceau par petit morceau, quoi. Sans doute, ça m'influence parce que avant le tableau final de l'amour, j'ai publié en 2012 158 fragments d'un Francis Bacon explosé.
Alors là encore, c'est en parlant avec vous que je viens de m'en apercevoir que j'ai voulu, encore là, fragmenter l'œuvre de Bacon. Pour mieux la comprendre, j'ai fait exploser pour en avoir des petits bouts. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire pour chacun de ces 158 fragments un court texte poétique. Mais ça, à l'époque, je n'aurais jamais eu la pensée, l'idée, le désir de vouloir écrire par la suite un roman. C'est venu en Inde, justement. Il y a quelques années, j'étais en Inde de nouveau. Et au petit déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur, tout petit ordinateur, et j'ai commencé à écrire l'incipit de mon roman, enfin, les premières phrases. Et c'était pas voulu. C'est quand même assez étonnant. J'ai l'impression que le travail poétique que j'ai fait sur l'œuvre de Bacon, je l'ai digéré, assimilé, et finalement, ça produit suffisamment de pétrole pour qu'un geyser puisse émerger, et que dans ce geyser, il y a une volonté de raconter une histoire. Alors qu'avec les 158 fragments, il n'y avait pas de narrativité. C'était vraiment faire en sorte qu'on ait des sensations crues, pures d'un tableau de Bacon, qu'on reçoit une dose de sensations, mais sans aucune histoire, sans aucune anecdote. Que ce soit vraiment purement sensoriel. Oui, donc c'est vrai qu'on peut retrouver effectivement dans la description du travail que vous faites de Francis Bacon dans le tableau final de l'amour, ce côté où vous nous donnez vraiment à voir de manière très sensorielle ces tableaux. Et ça vous a certainement aidé, alors effectivement aussi dans le travail sur les fragments ensuite pour... Oui, parce que dans le livre poétique, ce sont des fragments, alors que dans le roman, c'est pas un fragment, ça se veut être une histoire, une narrativité, même avec beaucoup de sexe, de scènes de sexe, mais finalement, parce que je n'ai pas de plan quand j'écris. Je me dis souvent, si je sais, je n'écris pas, je ne veux pas savoir ce que j'écris, point. Mais il y a un moment donné où l'œuvre est suffisamment substantielle pour qu'elle me regarde, moi, l'auteur, qu'elle m'interroge, elle me dit, et alors, Monsieur Tremblay, où est-ce qu'on va maintenant? Et là, je suis obligé de faire un travail d'enquête. C'est-à-dire que j'ai toujours cru dans mon travail qu'il y ait deux grands moments, la quête et l'enquête. Donc, quand je suis dans le processus de la quête, je ne prépare pas, je ne fais pas de recherche. Je dois laisser sortir, émerger ce qui est déjà accumulé en moi, dans mes organes, dans mon corps, dans ma psyché. Et cette quête-là peut aboutir à un certain nombre de pages, quoi. Mais ce n'est pas suffisant pour créer une œuvre. Il faut faire la deuxième étape, qui est l'enquête. Et à ce moment-là, je dois installer un dialogue entre l'œuvre qui est encore en partie écrite, mais pas du tout complétée, et je dois l'interroger. Et je considère à ce moment-là ce que j'ai écrit comme une scène de crime. Et je dois enquêter ce qui s'est passé. Mais souvent, il nous manque plein de réponses. Ben, pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il est allé faire? L'auteur devient stupide, il ne comprend plus rien. Et alors, il pose des questions et il se transforme en agent de police ou en enquêteur et parfois en espion. Et là, il peut devenir extrêmement méchant pour son œuvre, pour justement la boxer, lui faire dire des choses. Donc ça, c'est la période de l'enquête, qui peut être assez épuisante per-ci. Et dans cette enquête, il y a de l'enquête documentaire aussi ou pas du tout? C'est pas le propos. Il y en a un petit peu, mais vous savez, je n'ai pas lu de biographie de Francis Bacon parce que je ne voulais pas me faire contaminer par l'œuvre d'une autre personne. Le regard d'une autre personne sur Bacon, je voulais que ça soit le mien tout le temps. Donc, ma préparation pour ce roman, ça a été évidemment d'écrire des poèmes. Lorsque j'ai parlé du 158 fragments d'un Francis Bacon explosé, ça, c'était simplement le fait de regarder ses œuvres et puis de me nourrir de cette vision de l'œuvre de Bacon. Je connaissais pas la vie de Francis Bacon, ça ne m'intéressait pas. C'était son œuvre, point final. Mais lorsque j'ai eu ce geyser en Inde de vouloir écrire quelque chose qui raconte une histoire, j'ai à ce moment-là voulu lire les entrevues de Francis Bacon qu'il a données à des journalistes.
Ça a été ma préparation tout à fait informe, parce que je ne les lisais pas de façon méthodique et je ne prenais pas de notes, surtout, pour pas déjà cristalliser des notions, des idées, etc. Et pour rester très, très, très proche du magma que j'avais accumulé en regardant ses œuvres, mais non, et non pas en réfléchissant sur sa vie à lui. Et donc, j'ai fait très attention de ne pas me gorger d'anecdotes, puis de dates, puis d'éléments et de ci et de ça, pour pouvoir être dans mon imaginaire à moi. Donc, plus libre par rapport à... Ouais, ce qui fait que ce roman n'est surtout pas un roman biographique. C'est un vrai roman inspiré très, très, très librement de quelques éléments de la vie de Francis Bacon, mais par contre, nourri abondamment de son œuvre. Voilà. Et je me suis demandé si, comme lui, il travaillait beaucoup d'après photos, hein, il avait des photos un peu partout. Ouais. Et je me suis demandé si vous aviez aussi, parce qu'il y a une très belle photo de lui et de son amant Georges Dyer sur la couverture donc du livre. Et aussi quand vous décrivez son atelier. Alors moi j'avais vu, vous savez, la réplique qu'ils ont fait dans le musée à Dublin de cet atelier. Vous l'avez vu? Oui, oui. C'est vraiment fascinant. Et je me suis demandé si vous l'aviez vu, voilà, ou si vous avez vu des photos, voilà, parce que vous rendez ça de manière très, très, très vive, quoi. Très... Oui, j'ai vu. J'ai vu les photos. Ça m'a aidé beaucoup. Parce qu'une photo, il n'y a pas de mots dans la photo, donc je peux m'approprier. Je peux me l'approprier un peu comme un poème. Je me l'interprète et c'est pas quelqu'un qui va me décrire la photo. Donc, c'est comme un rapport direct. Donc, ça, les photos, autant l'œuvre que les photos de son atelier m'ont nourri beaucoup plus que de lire 400 pages sur sa vie. Oui, dans ce sens-là, oui. Il y a bien sûr une violence, une cruauté dans le livre, enfin, qui sont les violences qu'a pu vivre le peintre ou qui fait vivre à ses tableaux ou à son amant. C'est un thème que vous aimez bien travailler. Alors je dis ça, que vous avez à cœur de travailler, parce que j'ai vu qu'on pouvait considérer, vous avez fait comme un triptyque ou une trilogie sur la guerre. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Cantate de guerre, donc qui était une pièce de 2009. On pourrait y rattacher donc le roman L'Orangerie qui a eu beaucoup de succès, et là, qui date de 2013. Et puis le troisième pan du triptyque, ce serait le récit versifié, l'œil soldat, c'est ça Voilà, c'est ma trilogie sur la guerre. Oui. Bien évidemment, j'avais pas au départ, je me suis pas dit je vais écrire une trilogie, mais c'était pas projeté comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Et le fait d'avoir publié il y a quelques années L'œil soldat, ça m'a permis de mettre une espèce de comprendre que c'était pour moi très, très important de parler de la guerre. Et là, avec la guerre de l'Ukraine, ça continue. Je veux dire, on n'en sort pas. Je pense qu'un des livres qui m'a le plus frappé quand j'étais jeune, c'était le livre de l'Odyssée et l'Iliade surtout, qui parle de guerre. Et des descriptions terribles pour un jeune enfant de lire l'Iliade. Enfin, il y en a beaucoup de morts dans... Des pages et des pages. Oui, ça. Alors, c'est vieux comme le monde, la guerre. En fait, en littérature, on dit souvent, il y a la guerre et il y a l'amour. Donc, j'ai l'impression que maintenant, je voulais prendre une pause au niveau de cette violence. Je suis de plus en plus attiré maintenant vers... j'écris beaucoup pour les enfants. J'aime ça. Avec l'âge, on dirait que j'aime bien m'adresser à un public plus jeune. Là je publie dans quelques semaines une BD pour les 5-6 ans, à partir de 5-6 ans. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Mais ça fait du bien au cerveau. En fait, j'ai vraiment besoin de changer de style, de changer de lectorat aussi. Oui, puis donc, vous expliquez que justement, c'est avec les enfants, que si on leur apprend à la haine et la guerre, ça commence à un âge très jeune, alors qu'il vaut mieux partir sur leur apprendre autre chose, quoi. Ben, c'est ce que j'ai voulu dire dans le fond avec et l'Orangerie et la Cantate de guerre et aussi L'œil soldat, que
la haine, c'est une chose qu'on apprend aux enfants. Et c'est pas une chose innée. Et c'est de l'appris, quoi. Et donc, ça vient toujours de quelqu'un qui est plus âgé. Et malheureusement, c'est une constatation triste, mais c'est la vérité. Les enfants n'ont pas de haine, il n'y a pas de haine, ils n'en ont pas, ça c'est clair. Donc, il faut couper, arrêter le cycle vicieux de cette haine qu'on la transmet tout le temps. Mais c'est surtout évidemment, ce qui me fascinait et qui me rend malheureux, c'est souvent des peuples frères qui se ressemblent beaucoup, presque des peuples jumeaux qui s'entretuent depuis des siècles et des siècles. Et en fait, c'est ça qui a inspiré beaucoup Laurent Ray aussi, le thème de la gémellité, etc. Parce que, bon, moi, j'ai pas vécu la guerre, mais je pense que par empathie, on peut très bien se mettre à la place de ces gens-là. Comme quand la guerre de l'Ukraine a commencé, ça m'a beaucoup affecté parce que j'avais été à Kiev. J'étais à Kiev il n'y a pas très longtemps. J'ai aussi 2 livres en ukrainien, donc je me suis rapproché des Ukrainiens, de mon traducteur. Ça nous perturbe de voir qu'on peut détruire des villes comme ça, tuer des gens, et on peut rien faire. Je veux dire, l'ONU peut rien faire, et puis la vie continue, quoi. Et on a tellement répété qu'il ne faut pas que ça se reproduise, mais on la reproduit tout le temps. C'est vrai. Alors, dans le tableau final de l'amour, c'est un autre type de violence. Il y a la guerre, oui, il y a les guerres en toile de fond, oui. C'est vrai, Oui. La première et la seconde. Oui, en fait, les guerres sont là parce que pour moi, Bacon, c'est le peintre qui a le mieux exprimé le charnier, quoi. Le fait aussi que l'homme, c'est de la viande, et que la guerre, c'est un immense charnier. Je pense qu'il a vécu ça, et il l'a vu, et il l'a transmis, il l'a exprimé de façon cruelle, sans doute pour beaucoup de gens trop cruelle, trop crue, trop dure. Mais moi, cette radicalité-là m'inspire énormément. Je trouve que l'artiste, ça fait partie de ses défis d'aller le plus loin possible dans sa réflexion et dans l'expression de cette réflexion. Et je pense que Francis Bacon, on ne peut pas l'accuser de ne pas l'être. Oui, tout à fait. Alors, donc, on va dire, il y a les traumas de l'enfance, il y a la violence de la guerre, il y a une violence qu'il a pu vivre. Mais il arrive à la fois à faire de la beauté avec son art, et puis on arrive quand même à l'amour. Alors, c'est compliqué, hein, on part du désir, mais on arrive quand même à l'amour. C'est un peu la conclusion du livre. Mais ça m'a surpris parce que, comme je ne fais pas de plan, à un moment donné, je me suis dit où je vais avec cette histoire. Et c'est là où le deuil est apparu, et l'impact du deuil sur Francis Bacon. Évidemment, c'est mon Francis Bacon à moi, c'est pas le vrai, là. Donc, mais je me suis dit que ce Francis Bacon que j'étais en train de construire, que le deuil allait transformer son désir en amour, mais un amour trop tardif, évidemment, puisque son amant était mort. Donc, mais je trouvais ça peut-être plus riche comme œuvre romanesque, de faire avec ce glissement, de faire glisser le désir vers l'amour. Et ça m'est arrivé donc vers la finale, et c'est parce qu'au départ, le roman aurait pu s'appeler Tableau final du désir. Et donc, très peu de temps avant d'envoyer le manuscrit à l'imprimerie, j'ai proposé un changement de titre. Et voyant qu'il y avait quand même possibilité de rendre crédible cette relation jusqu'à l'amour, jusqu'à ce qu'on appelle l'amour, quoi. Mais un amour tumultueux, orageux, difficile, pénible aussi, comme beaucoup d'amour d'ailleurs. Et voilà, je pense que je ne regrette pas ma décision parce que ça fait respirer l'histoire, je pense. Ça l'ouvre sur quelque chose. Ouais. Enfin, j'ai réfléchi longtemps sur cette ouverture. Est-ce que je le garde fermé? Mais finalement, j'ai décidé de l'ouvrir. On n'en dira pas plus pour que les auditeurs aient la curiosité. Enfin, je pense qu'on leur a déjà dit. On leur a donné plein de clés pour se plonger dans ce roman qui est vraiment passionnant à lire. On arrive bientôt à la fin de notre rencontre. Et
de manière... bon, j'aime bien conclure par une question un peu toute bête, mais si de jeunes écrivains ou des gens qui ont envie d'écrire viennent vous voir et vous demander des conseils, qu'est-ce que vous leur répondez ou qu'est-ce que vous leur répondriez? Et en fait, je donne jamais de conseils. Ça, non, je donne pas de conseils. Quand je donne plus d'ateliers d'écriture, mais récemment, j'en donnais encore. Je préfère, moi, l'aspect ludique des choses. Donc, je leur propose des exercices ludiques. Et ce ne sont pas des conseils, ce sont des choses qu'on doit faire. Mais donner un conseil, c'est pas vraiment dans ma pédagogie. Parce que j'ai été prof pendant une 30aine d'années et j'ai eu beaucoup d'occasions pour en donner des conseils. Je me suis aperçu que c'est pas vraiment efficace. Je pense que c'est plus parfois ce qu'on dit comme ça. Il y a une phrase, un étudiant va l'attraper, il va la noter dans son calepin. Et cette phrase, il va la garder pendant des années ou toute sa vie. Et c'est pas un conseil, c'est une phrase. Et le prof ne sait même pas qu'il a dit cette phrase, il ne s'en souvient plus, mais 20 ans plus tard, il va rencontrer l'étudiant va dire « Ah, monsieur Tremblay, vous m'avez dit cette phrase. Ah bon, je vous ai dit ça? Oui, ça m'a guidé, ça m'a aidé, ça m'a ouvert. » C'est plutôt, pour moi, je vois plus la pédagogie comme ça, mais pas avec, voilà, mon conseil, faites ceci, ne faites pas ceci. Phase 1, phase 2, phase 3. Voilà. Moi, je peux toujours proposer des exercices d'anatomie ludique, des choses comme ça. C'est un peu comme où on peut faire de la méditation, on peut faire ci, on peut faire ça. Les processus de création se ressemblent souvent, mais en même temps, ils sont tous différents, parce que nous sommes tous différents dans le fond. Il faut essayer. Il faut essayer. Voilà le conseil du jour. C'est ça. En fait, c'est ça. Vous voulez écrire, écrivez. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Larry Tremblay. Écoutez, c'était très agréable de discuter avec vous, François-Xavier. Et puis, au prochain roman, alors. Ah oui, il est en route. Merci. Okay. Au revoir. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.